Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la situation sécuritaire dans les régions anglophones préoccupe l'Église catholique au Cameroun. L'archevêque métropolitain de Yaoundé exhorte la communauté chrétienne à œuvrer dans un esprit d'amour et de solidarité pour une rentrée scolaire effective dans les régions en guerre du nord-ouest et sud-ouest. Lors de la messe marquant la fête de l'Assomption de Marie, le retour à la paix était au centre des prières dans la majorité des paroisses catholiques au Cameroun. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Après la colère des populations plongées dans l'obscurité et sans électricité depuis une dizaine de jours, à Yaoundé, le gouvernement reconnaît l'insuffisance des premières mesures et annonce le renforcement des équipes d'intervention pour un retour de l'électricité d'ici 7 jours. Explication du gouvernement à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À 2 semaines de la rentrée scolaire, l'éducation des jeunes dans le nord-ouest et le sud-ouest préoccupe l'Église catholique au Cameroun. Lors de la messe marquant l'Assomption de Marie, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a insisté sur une chaîne de solidarité qui doit se mettre en place pour prendre en charge les enfants démunis, particulièrement ceux désœuvrés des régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean-Marie, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, qui appelle la communauté chrétienne à œuvrer dans un esprit d'amour pour une rentrée scolaire effective dans cette partie du Cameroun, mais aussi dans le reste du pays. Évocation avec Aïk Cyril. À la basilique mineure Marie Reine des Apôtres d'un Volier, à Yaoundé, les fidèles chantent à la gloire de la Sainte Vierge Marie. À la faveur de la solennité de l'Assomption, l'archevêque métropolitain de Yaoundé invite les familles à raffermir leur foi à l'exemple de la Vierge Marie afin d'œuvrer pour le retour à l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Marie s'est engagée pour son fils. Il faut que toutes les familles se remettent à la recherche de leurs enfants pour les édifier et les élever. Nous aussi, nous nous joignons à toutes les voix. Nous appelons les Camerounais à œuvrer pour le retour à la totale scolarisation de nos enfants, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-est. En restant au pied de la croix, après la crucifixion de son fils, Marie accompagne Jésus dans ses moments de souffrance. C'est un exemple de solidarité que Monseigneur Jean Baga recommande aux familles camerounaises au moment où le pays est secoué par des tensions sociales. Marie est une femme de solidarité. Comme nous le constatons, les moments sont très difficiles pour toutes les familles. Il nous faut de nouveau remettre en place toutes les associations d'aide, les ONG, les Ndjangui, les Tonsines, tout ce qui est susceptible d'aider nos enfants. Et je pense particulièrement en cette rentrée que les associations trouvent des moyens pour soutenir les enfants démunis par l'achat des livres, le paiement de scolarité, bref, qu'une mobilisation soit générale pour marquer notre envie de faire face à toutes les pénuries, qu'elles soient matérielles autant que spirituelles. L'Assomption 2019 se célèbre dans un contexte particulier. Les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé prient la Sainte Vierge Marie, dont on commémore l'élévation au ciel, d'intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus. Après les exhortations de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, c'est au monastère de Babété dans les Bamboutos où un accent particulier a été mis sur la paix durant les prières marquant la fête de l'Assomption. Et pour les chrétiens catholiques, c'est la paix qui est un gage de développement pour une nation telle que le Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage que signent Jacques Molon et Xavier Foucault. C'est par des chants et des danses que les fidèles catholiques du monastère de Babété dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest, ont célébré la fête de l'Assomption. L'évêque Emmanuel Dassi, qui a présidé la messe, exhorte les fidèles à rechercher les valeurs d'en haut, en bonne place l'amour. Nous sommes
aujourd'hui victimes d'un trop grand attachement aux contre-valeurs. Puis l'Assomption de la Vierge Marie, justement, nous amène à élever les yeux vers le ciel pour rechercher les valeurs d'en haut. Que l'amour de Dieu s'étende d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alors chaque fois qu'une société se détruit, que les uns et les autres se détruisent entre eux, on se demande, il y a une seule question qu'on va se poser. Est-ce qu'il existe encore l'amour dans cette société-là? Et je pense que la Vierge Marie, mieux que quiconque, est là pour nous apprendre à aimer. Aimer, le plus grand des commandements sans lequel toute chose est vaine. En dehors de l'amour, quel que soit ce que nous pouvons avoir comme titre, comme gloire selon le monde, nous sommes en bas, j'allais dire même dans la tombe. L'élévation de Marie au ciel, où elle intercède pour les fidèles, est cette belle preuve d'amour, elle qui prend en compte toutes les situations de ses enfants. C'est une mère toujours noble, qui a toujours su faire ces choses, qu'elle continue à prier pour nous, à prier pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Tout ce qui est dans le nord-ouest, le sud-ouest, doit disparaître avec la volonté de Dieu. Les chrétiens catholiques restent convaincus que la Vierge Marie seule peut sortir le Cameroun de la crise qu'il traverse. Nous particulièrement au monastère, on la prie régulièrement qu'elle fasse quelque chose pour notre pays. Et elle est bien la seule qui peut nous aider à sortir de là où nous sommes aujourd'hui. Durant cette messe, la sœur Marie-Joséphine a reçu des encouragements du pape pour ses 40 ans de service comme moine. Comme à chaque occasion, les fidèles ont partagé le corps et le sang du Christ, tel que prescrit dans la Bible. Et toujours en religion, qui dirige l'église évangélique du Cameroun après une décision du tribunal mettant sur pied une administration provisoire? Cette décision a été rejetée par certains prélats, notamment de la communauté religieuse de l'église évangélique du Cameroun. Ils contestent la décision du tribunal, alors que dans le camp opposé à Samuel Ndje Toya, il se frotte les mains à l'idée de la mise en place de ce bureau provisoire visant à administrer l'église jusqu'à ce que la crise soit achevée. Pourtant, elle continue de perdurer au sein de cette congrégation religieuse. D'autres précisions avec Eukwa Claude et Gladys Sidier. Les membres de la région synodale Vaury-Centre donnent leur position. Après la décision de justice qui met sur pied un directoire pour gérer l'église évangélique du Cameroun pour une période transitoire, un synode régional extraordinaire a été organisé pour s'opposer à cette décision qui sonne pour plusieurs comme un coup de tonnerre. Cette fameuse décision consistant à mettre à la tête de l'église un directoire de un pasteur et 4 laïcs. Tout le monde, presque à l'unanimité, tout le monde ne se sent pas concerné par cette décision. Et nous voulons faire donc savoir à notre hiérarchie et même à l'État du Cameroun que la décision ne colle pas, ça peut faire d'autres soulèvements à la base. Au regard de tout ce que nous vivons dans notre église, la crise, les délégués se sont prononcés contre, n'est-ce pas, la mise sur pied d'un directoire qui sort de l'extraordinaire. Notre église, l'église évangélique du Cameroun, n'a jamais convoqué un synode extraordinaire. Quand bien même il faudrait donc convoquer, il faut que ça relève du ressort du synode général. Et je pense bien que cette décision de la mise sur pied du directoire nous a mis tous dans une désolation totale parce que c'est du jamais vu dans l'église évangélique du Cameroun. Ces membres de la région synodale Vaury-Centre s'opposent aussi à la constitution du bureau de cette administration provisoire. Quand il y a problème entre deux personnes, s'il faut trouver un bureau directoire, on doit prendre les personnes dans les deux camps. Donc, je ne comprends pas pourquoi on met un bureau directoire sortant d'un même camp. Ce n'est pas bien. Il faut que vraiment les gens qui prennent la décision là le fassent avec beaucoup de tact. Ces arguments des proches de Samuel Ndje Toya sont rejetés par le camp de prison mongolais, lequel se frotte les mains depuis la mise sous administration provisoire de l'église évangélique du Cameroun. L'équipe transitoire a pour mission de gérer les affaires courantes et d'organiser une nouvelle élection.
Mais avant, la Cour d'appel du littoral doit se prononcer sur cette décision prise par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Les avocats de Samuel Ndjetoya, qui contestent la décision, ont fait appel. Un nouvel épisode dans le feuilleton de la crise post-électorale de Ngaoundéré en 2017. Face à une vague de critiques, le gouvernement cherche à rassurer sur les actions entreprises en vue de limiter l'ampleur des désagréments survenus à la suite de la coupure d'énergie électrique dans plusieurs ménages du côté de Yaoundé. Le ministre de la Communication fait savoir que la Sonatrel et Eneo sont mobilisés, mais les premières dispositions prises jusqu'ici ont laissé entrevoir des insuffisances. Pour calmer l'exaspération des Camerounais, le ministre de la Communication a expliqué la mise en œuvre d'une stratégie gouvernementale pour résoudre cet épineux problème qui se pose depuis une dizaine de jours. À Yaoundé, je vous propose d'écouter le ministre de la Communication. L'ampleur des dégâts aura requis l'acquisition de nouveaux équipements et, par voie de conséquence, un délai supplémentaire de temps nécessaire à la réalisation des travaux appropriés par les ingénieurs sur le terrain. À l'heure actuelle, toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre, de nuit comme de jour, pour remédier à une situation dont chacun mesure la gravité et que l'on veut voir se normaliser au plus vite. Pour autant, les dispositions transitoires mises en place demeurent insuffisantes, eu égard aux nombreuses coupures d'énergie électrique qui perdurent. Mais il s'agit en réalité d'un programme de rationnement du courant électrique entre les quartiers et agglomérations de la ville de Yaoundé dans l'optique d'assurer un service de soutien. Par ailleurs, des mesures particulières ont été prises pour alimenter en énergie électrique prioritairement des lieux très sensibles, notamment les hôpitaux, ainsi que diverses infrastructures identifiées non loin du site endommagé et dédiées à la distribution de l'eau. En outre, des directives ont été données à l'entreprise Eneo pour la mise à la disposition du public d'un calendrier global du programme ponctuel de distribution d'énergie électrique à Yaoundé. Le dit plan de distribution est d'ores et déjà disponible et mis en circulation. Bien entendu, cette reconfiguration conjoncturelle du réseau de distribution électrique a pour but de permettre la rotation de la fourniture de l'électricité en attendant la réhabilitation définitive du poste source effectué. Face à cet incident malencontreux qui cause naturellement des désagréments aux résidents de la ville de Yaoundé, le gouvernement a tenu à apporter toutes les clarifications nécessaires sur les causes et les circonstances de l'incendie et à assurer les populations de tous les efforts entrepris pour apporter des solutions efficaces à cette situation. Le gouvernement tient par ma voix à saluer la patience, la compréhension et le sens civique dont ont fait montre les habitants de la capitale depuis le début de cette situation préoccupante. Après le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, donne un délai de 7 jours à Eneo afin de rétablir l'énergie électrique dans 28% des ménages impactés à la suite de cet incident survenu dans un poste électrique. De nombreux désagréments et des critiques à l'encontre du gouvernement à la suite des premières mesures prises jusqu'ici. Et le ministre de l'Eau, Gaston Elundwe Isomba, explique comment le gouvernement se mobilise et pour mettre la pression sur les équipes d'intervention d'Eneo et la Sonatrel afin qu'elles puissent rétablir dans les plus brefs délais l'énergie électrique et comment doivent-elles se comporter les populations confrontées à ces coupures intempestives visant au rationnement de la distribution de l'énergie électrique. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundwe Isomba. C'est des mesures urgentes
Des mesures de moyen terme, nous pensons qu'il faudrait construire des nouveaux postes à Yaoundé. Nous pensons qu'il faudrait avoir un niveau de sécurité N-1 à Yaoundé avec des lignes supplémentaires. Le gouvernement est en train de travailler dans ce sens-là. Donc nous voulons donc rassurer les populations en leur disant que dans les prochains jours, le poste source de Mélène sera réhabilité et que les choses vont revenir à la normale. Les postes sources sont composés des transformateurs qui reçoivent l'énergie qui vient de Membeleux, qui vient d'EDA, qui vient de Son Loulou. Donc l'énergie arrive avec une haute tension, c'est pour ça qu'on parle de la haute tension. L'énergie qui arrive, c'est généralement du 90 000 volts qui arrive. Et au niveau du poste source, le transformateur, il abaisse cette tension, qui la ramène à 30 000 volts. Et c'est là où les cellules prennent pour la dispatcher dans la ville. Les postes sources actuellement sont pratiquement saturés. Tous nos postes sources sont saturés actuellement. Donc elles sont dimensionnées pour répondre aux besoins du marché. Alors dès que nous perdons donc un poste source, et c'est le plus important parce que celui-là, il porte pratiquement 28% des charges de la ville de Yaoundé. En d'autres termes, 28% des ménages de Yaoundé sont alimentés à partir du poste source de Mélène. Dès que nous perdons ce poste source, nous perdons automatiquement l'alimentation de tous ces 28% des ménages, donc 28% de la population. Alors, ce que j'ai dit, les mesures urgentes, les mesures, je vais dire encore immédiates, étaient donc de reprendre, donc de reconnecter ces ménages dans les autres postes sources qui fonctionnent, celui de Konalier, celui de Rousseau, je n'en sais, il y a bien d'autres qui sont en état de fonctionnement. Il faut donc... Vous avez suivi le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, expliquer les causes de ce grave incident survenu à Yaoundé dans un poste électrique, son impact sur la distribution de l'énergie électrique dans les ménages. Le ministre qui donne 7 jours à Eneyo et Sonatrel, dont les équipes sont déployées sur le terrain 24 heures sur 24, selon les propos du ministre, afin de pouvoir rétablir l'énergie électrique à Yaoundé. À l'approche des concours administratifs et des concours d'entrée dans les grandes écoles, c'est un véritable casse-tête pour des Camerounais, à savoir la constitution des dossiers, notamment dans les départements des hauts plateaux de la Menoie. En l'absence des préfets dans ces deux départements, certains documents officiels ne peuvent être certifiés. Il faut débourser plus d'argent pour se rendre à Bafoussam afin d'obtenir ces pièces exigibles, et de nombreuses familles peinent à pouvoir rassembler les sommes d'argent nécessaires. D'autres étudiants démunis broient du noir. Ils réagissent dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. Faire signer certains documents officiels dans les départements des Hauts Plateaux et de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, relève depuis 8 mois d'un exploit. Les fauteuils des autorités administratives, notamment préfectorales, sont vides. Le premier, Félix Bilonougou, décédé le 13 janvier, et le second, Ebouné Confiance, muté à la primature le 17 janvier. Seul habilité à prendre un certain nombre de mesures ou actes administratifs, la longue absence de ces autorités donne du fil à retordre aux citoyens qui en permanence sollicitent les services de ces hauts commis de l'État dans la gestion de nombreuses formalités ou situations administratives. La situation est criante et ne laisse pas indifférentes les populations dans ces départements. On a accordé uniquement au seul préfet de signer sur les originaux des diplômes des enfants. Nous sommes à 6 mois de vacances où le préfet n'est pas là. Et on ne fait que lancer des concours pour que les enfants, n'est-ce pas, puissent s'insérer dans le domaine de l'emploi. Vous pouvez constater le désastre que l'absence de ce préfet cause, n'est-ce pas, à nos concitoyens et à nos patriotes qui sont en train de postuler aux différents concours. Ça dit que pour celui qui n'a pas assez de moyens, pour quitter le département la Ménois et se rendre ailleurs, pour faire signer cette pièce-là, qui est très capitale,
va tout simplement se trouver, n'est-ce pas, coincé et dos à mur parce que lui, ne disposant pas les moyens pour aller dans d'autres départements ou alors à la région, n'est-ce pas, faire signer ce papier-là, va tout simplement abandonner son dossier. Les candidats au concours administratif, à titre d'exemple, payent le prix fort. Le parent avait ses moyens financiers à désirer pour un premier temps que je fasse le concours niveau licence. Moi, j'ai fait tous mes pièces. La seule pièce qui exigeait la signature du préfet, c'était l'attestation de présentation du diplôme de licence. Or, me renseignant à la préfecture, l'adjoint au préfet ne signe pas, seul le préfet signe. Plusieurs d'entre nous qui sont en train d'aider nos petits frères, pour bien dire, à constituer les dossiers, trouvent beaucoup de difficultés. Regardez par exemple l'absence du préfet. Sans vous mentir, nous partons déjà peut-être à une semaine, 3 jours que nous avons eu à envoyer certains dossiers au niveau de Bafoussam pour faire signer par le préfet. Nous n'avons pas reçu une suite favorable jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous pénalise aussi dans notre petite activité que nous menons au quotidien pour pouvoir survivre dans ce pays, que nous tous nous connaissons bien comment ça se passe, quoi. Et pour tout vous dire, vraiment c'est une difficulté qu'il faudrait vraiment que l'État tienne compte et qu'il essaye un peu de nous aider, quoi, en nous envoyant peut-être un préfet qui pourrait nous aider à facilement livrer nos dossiers sur place. Outre ce calvaire, avoir un certificat médical pour les postulants dans ces localités relève d'un parcours de combattant. Dans la condition de nos dossiers, par exemple, la dernière fois que j'ai tenté de construire le dossier de l'INSEE de Douala, le certificat médical n'a pas pu être délivré dans la ville d'échange, justement parce que nous sommes arrivés là-bas, nous sommes présentés, ils nous ont fait comprendre qu'il n'y avait plus de format pour établir les certificats médicaux. Nous avons, ils ont renvoyé loin pour pouvoir retirer ces certificats médicaux, chose qui n'avait pas été facile pour nous parce que nous avons, en plus des frais prévus, ajouté d'autres frais sur ces frais-là pour pouvoir y accéder au certificat médical. I came here to compile documents for my younger brother who just passed the advanced level, but I've faced certain difficulties when it comes to making his medical certificate because I went to the Chang District Hospital and they told me that the forms are finished. So I asked the woman if I should come tomorrow or day after tomorrow. She told me that even the day after tomorrow will not be possible. So now I am really stranded and I don't know what to do. I'm thinking of going to Bafoussam. Combien de temps faut-il encore attendre? Comment expliquer cet état de choses? Les populations croisent les doigts et attendent le temps des sirènes des autorités de Yaoundé. Pendant ce temps, les dossiers s'accumulent et le manque à gagner n'est pas évitable. Les États-Unis d'Amérique annoncent leur soutien pour le règlement des conflits au Cameroun. Le directeur régional de l'USAID, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, et le ministre des Relations extérieures ont discuté du renforcement de la coopération entre le Cameroun et cette agence indépendante des États-Unis chargée des questions humanitaires et de développement économique dans le monde. Évoquons à présent ce dernier hommage rendu à Jean-Baptiste Sipa, l'une des figures emblématiques de la presse au Cameroun, décédé il y a quelques semaines lors de sa levée du corps. Des membres de la société civile, acteurs politiques et des journalistes ont tenu à lui rendre un dernier hommage et saluer la mémoire d'un grand journaliste. Reportage Farel Bounia et Kediara. Les portes de la garnison militaire de Douala se sont ouvertes ce jeudi pour rendre un dernier hommage à Jean-Baptiste Sipa du nom de ce journaliste, syndicaliste, acteur de la société civile, réunis autour de sa dépouille mortuaire, des visages bien connus du monde politique, du militantisme et de la corporation à laquelle il a appartenu pendant près d'une 50aine d'années. L'émotion était à son comble au cours de l'homélie. Une famille inconsolable, des visages livides, figés, comme s'ils s'étaient eux aussi arrêtés de vivre, mais dans les cœurs, le souvenir de l'homme qu'il a été durant toute sa vie est vibrant et bien présent. Un très très grand homme, un immense combattant pour les libertés, pour les droits, et un infatigable combattant jusqu'au bout, et il est mort debout, comme il a vécu. Dans la dignité. C'était les pionniers de la presse privée et qui, en 90, ont joué un grand rôle lorsque la démocratie est arrivée. Ils étaient pratiquement la sentinelle de la démocratie.
Donc, SIPA, avec Pius qui est parti, c'était vraiment des icônes. SIPA particulièrement. Le doyen, comme on l'appelait affectueusement, a été l'une des figures marquantes du journal Le Messager, au sein duquel il a occupé des postes de rédacteur en chef et directeur de publication. Je suis très triste du départ de SIPA. Parce qu'en fait, numériquement, je reste le dernier des Mohicans. Et il n'a jamais voulu de poste. Ce gars a fait Le Messager, où il nous a trouvés. Il lui a donné ce contenu politique fort. Il lui a donné la fonction tribunicienne. C'est-à-dire que les autres, les intellectuels et tout, qui avaient peur, qui étaient figés par la peur, parce qu'on sortait des faits divers. Il les a dit non, écrivez. Je garde un souvenir particulier de Jean-Baptiste Sipa parce que quand je suis pris au Messager en novembre 1990, c'est Jean-Baptiste Sipa qui me reçoit parce qu'il était rédacteur en chef. Il me confie à Thomas Eyumato, paix à son âme. Et de temps en temps, il passait regarder, il me disait, alors jeune garçon, tu es sûr de faire une bonne carrière dans cette maison parce que tout le monde ici sont ses aînés. Si tu fais beaucoup d'efforts, tu es le seul jeune ici, tu ne t'en sortiras pas. Accessible et d'une humilité que tout le monde lui témoigne, Jean-Baptiste Sipa a laissé son empreinte jusque sur la jeune génération avec qui il était à l'écoute et toujours prêt à transmettre. J'avoue que j'étais très émerveillé au niveau de sa connaissance des techniques et surtout la pertinence de ses analyses au niveau par exemple du choix des angles, au niveau des approches. C'était quelqu'un de très rigoureux mais aussi de très humble. J'étais dans un procès où je suis poursuivi avec lui au tribunal dont le verdict n'a pas encore été rendu jusqu'à ce jour. Pour une fois, nous sommes partis au tribunal. Sa réaction vis-à-vis du président du tribunal, du procureur, qui accusait de vouloir museler la presse et qui leur disait que vous n'obtiendrez pas gain de cause. Correspondant des journaux français Le Monde et La Croix, il sera actif au sein de plusieurs syndicats de la profession de journaliste. Acteur de la société civile, Jean-Baptiste Sipa œuvrera au sein de nombreuses organisations sociales telles que WILFT, Un Monde à Venir, pour ne citer que celle-là. Il sera mis en terre samedi prochain dans son Bayangam natal. Que la terre de nos ancêtres te soit légère, doyen. Dans l'escale internationale, Emmanuel Macron a lancé un appel aux maires de France, les invitant à honorer les combattants africains en baptisant de leur nom les rues et places des communes françaises. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé au terme d'une cérémonie de commémoration du débarquement de Provence de près de 120 000 soldats venus d'Afrique en 1944. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, le président français. Vive la France. Honorés à juste titre par leurs camarades de l'époque, ces combattants africains, pendant nombre de décennies, n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait. La France a une part d'Afrique en elle. Et sur ce sol de Provence, cette part fut celle du sang versé. Nous devons en être fiers et ne jamais l'oublier. Les noms, les visages, les vies de ces héros d'Afrique doivent faire partie de nos vies de citoyens libres. Parce que sans eux, nous ne le serions pas. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel aux maires de France pour qu'ils fassent vivre, par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fière toute l'Afrique et disent de la France ce qu'elle est profondément. Un engagement. Un attachement à la liberté et à la grandeur, un esprit de résistance qui unit dans le courage. Je sais que certains maires ont déjà honoré de cette dette de mémoire et de fraternité Reims, Menton ou encore Chasselet et tant d'autres communes. La gloire de tous les soldats de la libération est immense.
Et notre gratitude en retour doit être impérissable. Et nous n'oublierons rien, ni personne. Aussitôt qu'elles eurent débarqué, les troupes tricolores se tournèrent vers les deux môles de résistance allemands, Toulon et Marseille. Le président français Emmanuel Macron appelant les maires de France à baptiser les rues et les places de leurs communes au nom des soldats africains qui ont aidé à la libération de la France en 1944. Un public reportage dans ce journal, à 2 semaines de la rentrée scolaire, l'administration du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie se mobilise du côté de Yaoundé afin de permettre un retour à l'école pour les enfants dans des conditions adéquates afin de leur permettre d'assurer une éducation idoine et de se préparer pour les concours d'entrée dans les grands collèges du côté de Yaoundé. Reportage. Le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie du quartier Siméon 3, lieu-dit Sono City à Yaoundé, a clôturé son année scolaire 2018-2019 en juin dernier. C'est en 2 jours, dont le premier pour les tout-petits de la maternelle et le second pour les enfants du primaire, que s'est déroulée cette cérémonie. Occasion pour les parents de faire de brillants témoignages au sujet de l'excellent travail abattu par l'administration et le corps enseignant du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au profit de leur progéniture. Les élèves de la maternelle et du primaire ont quant à eux présenté leur savoir-faire incontestable à travers récits, chants, ballets, dictées, calculs, sketchs et surtout le journal parlé bilingue devenu culte en pareille circonstance. In education, excellence from Brian results recorded. Actualité sur la session bilingue et l'ouverture des salles multimédia. Dans son discours bilan, le fondateur Bertin Tonleux du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a mis un point d'honneur sur les résultats enregistrés en fin d'année scolaire par les élèves de classe 6 et du cours moyen 2e année. Dans la section anglophone, 100% de réussite aux commandes entrance. Dans la section francophone, 100% dans tous les lycées sollicités. 100% de réussite au collège Jean Tabi, 100% au collège Jésus-Marie, 100% au collège Saint-Benoît, 100% au collège Vogt. Notons que c'est un élève du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui a obtenu le 2e rang au concours d'entrée en 6e au collège Vogt avec une moyenne de 18,14 sur 20. C'est le nommé Tchakoté Kene Damien à qui le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a offert un ordinateur portable en signe d'encouragement. Comme les années antérieures, la moisson a été sans bavure pour les candidats du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au certificat d'études primaires et au First School Living Certificate. 100% de réussite, preuve que chaque maillon de la chaîne a rempli sa part du contrat. D'où les remerciements du fondateur aux conseillers pédagogiques, aux enseignants, aux élèves et à leurs parents. Relevons pour le marteler que le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie compte 3 sections, notamment anglophones, francophones et bilingues intégrales, réparties dans 2 campus, 2 salles multimédia pour faciliter l'arrimage des élèves aux techniques de l'information et de la communication. I would recommend any parent who like the child to succeed, to be hardworking, to send the child to St. Mary. It is very, very wonderful. Il existe un établissement au Cameroun qui prône l'excellence. Du côté de la section bilingue, ils sont parfaitement bilingues. En définitive, c'est un bilan très satisfaisant qui a été dressé au groupe scolaire bilingue Sainte-Marie en cette fin d'année 2018-2019, confirmant ainsi sa suprématie dans l'arrondissement de Yaoundé 3e et surtout sa devise, à savoir rigueur, travail, excellence. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, pour une chaîne de solidarité en faveur des enfants démunis et vulnérables, victimes de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il exhorte la communauté chrétienne catholique à se mobiliser à 2 semaines de la rentrée scolaire pour prendre en charge ces enfants qui n'ont pas de moyens pour pouvoir subvenir, pour pouvoir payer leur pension scolaire,
mais surtout pour se mobiliser en vue de résoudre cet épineux problème et créer les conditions favorables à un retour à l'école des enfants dans les toutes prochaines semaines, une véritable chaîne de solidarité dans un esprit d'amour, a-t-il déclaré durant la messe relative à cette fête de l'Assomption du côté de Yaoundé, l'église catholique préoccupée par la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie donne 7 jours à Eneo et Sonatrel pour rétablir l'énergie électrique dans 28% des ménages de la capitale politique. Gaston Elundu Essomba fait savoir que les équipes d'intervention de Eneo et Sonatrel ont été renforcées. Elles doivent travailler 24 heures sur 24 selon ce qu'il a déclaré lors d'un point de presse à Yaoundé afin de rétablir dans un délai d'une semaine l'électricité d'environ 28% des ménages impactés selon des chiffres officiels. Et pendant ce temps, il demande aux populations d'utiliser l'énergie électrique avec beaucoup d'économies pour pouvoir éviter des coupures intempestives qui se prolongent du côté de Yaoundé. Il a expliqué les causes de ce grave incident survenu dans un poste électrique et des mesures correctives qui ont été prises par le gouvernement afin de limiter les désagréments décriés jusqu'ici. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Équinoxe Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, une fois de plus, à 20h. Rendez-vous demain, 20h, Serge Alain.